Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode d'AP et Politique, l'émission qui vous permet d'appréhender de façon perspicace les événements de la vie politique. Et aujourd'hui, installez-vous confortablement, même si le sujet qui nous rassemble est tout sauf confortable. Nous sommes le 27 juillet 2026. Dans le sud-ouest de la France, l'air est devenu irrespirable, chargé d'une fumée ocre et d'une odeur de pain brûlé qui s'étend à des dizaines de kilomètres à la ronde. Le thermomètre pourrait encore dépasser les 40 degrés la semaine prochaine. La terre est sèche comme de la paille et, sur le terrain, deux immenses brasiers que la préfète de la Gironde appelle les deux ogres de l'été dévorent la forêt. Les chiffres qui tombent heure par heure sont étourdissants. Plus de 42 000 hectares réduits en cendres. Des plans blancs déclenchés en urgence dans les hôpitaux de Gironde et des Landes. Et un balai incessant de sirènes et d'hélicoptères. Mais surtout, il y a ce chiffre humain vertigineux. Plus de 250 000 personnes évacuées, arrachées à leur maison ou à leur lieu de vacances pour être entassées dans des gymnases ou dirigées vers des centres d'accueil d'urgence. Et au-dessus de cette vision de cauchemar, une question fondamentale plane, bien plus vaste que le feu lui-même. L'État est-il aujourd'hui dépassé face à la répétition et à l'intensité de l'urgence climatique et matérielle? Est-on face à une crise conjoncturelle, une météo particulièrement cruelle, ou sommes-nous en train de toucher du doigt la faillite structurelle d'un modèle politique pensé pour un monde qui n'existe plus? Pour comprendre où nous en sommes, il faut d'abord regarder la réalité du terrain, telle qu'elle se vit aujourd'hui même dans le sud-ouest. Imaginez ces colonnes de fumée si épaisses qu'elles masquent le soleil. Le paysage de la forêt des Landes et du bassin d'Arcachon, habituellement synonyme de vacances et de quiétude estivale, est devenu un théâtre d'opérations sanitaires et logistiques d'une ampleur inédite. Lorsque les autorités déclenchent des plans blancs dans les centres hospitaliers de Gironde et des Landes, cela signifie concrètement que les services d'urgence sont au bord de la saturation, que le personnel médical peut être rappelé sur ses congés, que les transferts de patients fragiles et que les capacités d'accueil doivent être organisées pour mobiliser plus de lits. Et sur le front de la consommation et du quotidien, la panique s'installe aussi pour des milliers de familles. Que devient-on quand le camping ou la location où l'on devait passer ses vacances est évacué en quelques minutes sous la menace des flammes? Les questions juridiques et financières affluent. Assurance, remboursement de séjour, indemnisation des commerçants locaux dont la saison s'effondre en un après-midi. Tout le tissu socio-économique d'une région entière vacille sous le poids d'un événement extrême. Et la météo, loin d'importer le moindre répit, est en train d'aggraver le monstre à un niveau quasi cauchemardesque. On entend parfois dire que l'arrivée de la pluie ou d'orage pourrait éteindre enfin le sinistre. Mais sur le terrain, depuis vendredi soir, la réalité a pris une tournure terrifiante avec l'apparition de véritables orages de feu. Ce ne sont pas des orages bienveillants venus d'en haut pour nous sauver, ce sont des phénomènes météo extrêmes engendrés par l'incendie lui-même. Sous la chaleur démoniaque du brasier girondin, l'air brûlant s'élève avec une violence inouïe, aspirant l'humidité et formant d'immenses pyrocumulonimbus au-dessus de la forêt. Le feu crée ainsi sa propre météo et le bilan est dévastateur. Au lieu d'apporter de la pluie, ces structures monstrueuses déclenchent des rafales de vent erratiques et imprévisibles qui rabattent les flammes dans toutes les directions, piégeant les équipes au sol. Et pire encore, ils génèrent de la foudre dite sèche qui frappe des kilomètres plus loin, alimentant instantanément de nouveaux foyers simultanés sur une végétation déjà cuite par la canicule.
On ne lutte plus seulement contre un incendie classique, mais contre un système météorologique autonome et destructeur qui pousse nos secours dans leur dernier retranchement. Et c'est ici que l'analyse politique doit prendre le relais du récit factuel. Car face à ce feu qui brûle nos forêts, c'est toute la promesse protectrice de l'État qui se retrouve mise à l'épreuve du feu, justement. Depuis des années, après chaque grand incendie, souvenez-vous de l'été dévastateur de 2022, les discours politiques reprennent le même refrain. Nous serons au rendez-vous, nous allons investir massivement pour augmenter le nombre de Canadaires, nous devons changer notre modèle de sécurité civile. Et pourtant, en ce mois de juillet 2026, nous constatons à nouveau que les moyens aériens à disposition sont loin d'être suffisants, que les Canadaires ne sont pas tous opérationnels, que les personnels de la sécurité civile travaillent jusqu'à l'épuisement physique total. On réclame des avions au niveau européen. On déplace des colonnes de pompiers d'une région à l'autre en déshabillant parfois la couverture de risque d'autres départements. Ce constat nous oblige à répondre concrètement à notre question initiale. L'État est-il dépassé ? La réponse est d'une lucidité amère. Oui, l'État est dépassé si l'on continue de mesurer sa capacité d'action à travers le seul prisme de la réaction d'urgence. Notre modèle républicain s'est construit sur une culture de la gestion de crise immédiate. On attend l'incendie, puis on déploie des moyens colossaux et héroïques pour l'éteindre. Mais face au dérèglement climatique accéléré, la crise n'est plus une exception passagère. Elle est devenue la norme estivale. Traiter l'urgence climatique uniquement par des moyens de secours, c'est comme essayer de vider une baignoire qui déborde avec une petite cuillère, tout en laissant le robinet ouvert à fond. Alors, quelles sont les réponses concrètes et les changements de fond que cette situation exige de notre puissance publique ? Premièrement, sur le plan matériel et logistique immédiat, l'État doit sortir de la logique du flux tendu. Il n'est plus acceptable d'avoir une flotte de bombardiers d'eau nationale dimensionnée pour les risques du XXe siècle. L'achat massif et la modernisation d'avions et d'hélicoptères bombardiers d'eau, ainsi que la décentralisation stratégique dans le sud-ouest et le centre de la France de notre base aérienne de sécurité civile, aujourd'hui située à Nîmes-Garons, ne sont plus des options budgétaires négociables, ce sont des impératifs de sécurité nationale. De même, il faut améliorer la reconnaissance des pompiers volontaires, notamment sur le plan financier, et renforcer les effectifs des pompiers professionnels. Deuxièmement, il faut opérer une révolution culturelle majeure dans la gestion de nos forêts et de notre aménagement du territoire. La forêt des Landes, pour magnifique qu'elle soit, est une forêt largement monoculturale de pins maritimes extrêmement inflammable. Face au réchauffement, l'État et les acteurs forestiers doivent engager un plan national de diversification des essences, réintroduire des feuillus plus résilientes au feu, imposer des pare-feux larges et entretenus, et durcir drastiquement les obligations légales de débroussaillage autour des zones habitées. L'aménagement du territoire doit cesser de laisser l'étalement urbain s'infiltrer au cœur des massifs à risque sans infrastructure de protection adaptée. Troisièmement, il faut repenser l'accompagnement économique et sanitaire. Les plans blancs hospitaliers ne peuvent pas devenir une variable d'ajustement annuelle dans des hôpitaux déjà fragilisés par le manque de moyens humains. La santé publique, en période de canicule et d'incendie systémique, exige une réserve sanitaire renforcée et des infrastructures hospitalières climatiquement adaptées. Sur le plan économique, face à la multiplication des séjours annulés et des évacuations massives, le droit des assurances et le cadre d'indemnisation des catastrophes naturelles doivent être refondus pour garantir une prise en charge rapide des particuliers et des acteurs du tourisme
sans laisser reposer la charge mentale et financière sur les seules victimes. En réalité, la crise que nous traversons en ce mois de juillet 2026 pose un défi existentiel à la politique. Elle nous montre que la souveraineté d'un État ne se mesure pas seulement à ses frontières ou à sa puissance économique, mais à sa capacité à protéger ses citoyens et son territoire contre les ruptures écologiques. Tant que les gouvernements successifs traiteront les méga-feux comme des fatalités météo ou comme des événements exceptionnels, l'État donnera cette impression douloureuse d'être impuissant, en retard d'une guerre, réduit à constater les dégâts et à saluer le courage des sauveteurs. Il est temps de passer d'un État pompier qui subit la crise à un État stratège qui anticipe la métamorphose de son sol et de son climat. En attendant que ces choix politiques courageux soient enfin faits, les journées vont continuer de s'écouler dans le sud-ouest et des milliers de familles dormiront les soirs encore loin de chez elles, le regard tourné vers le ciel, en espérant que le vent se calme et que les hommes et les femmes au feu parviennent à tenir la ligne. C'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir chaque jour une analyse de l'actualité. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour un prochain éclairage de la vie politique.